Tout commença en juillet 1897, lorsque la goélette Excelsior accosta à San Francisco avec une cargaison mystérieuse. En quelques heures, une nouvelle spectaculaire se répandit sur le continent. Dans le Yukon canadien, le long de la rivière Klondike, des prospecteurs avaient découvert d'importants gisements d'or. En moins de quelques semaines, ce fut la ruée. Pendant 2 ans, jusqu'à l'été de 1899, plus de 100 000 hommes, femmes et enfants partirent vers Dawson City, au confluent de la rivière Klondike et du fleuve Yukon. Entassés sur des bateaux à vapeur, les chercheurs d'or débarquèrent dans les ports de Skagway et de Dia en Alaska. Un long et périlleux voyage les attendait. Partant de Skagway ou de Dia, ils devaient traverser la montagne et atteindre le lac Bennett à la source du Yukon. Là commençait un parcours de 1000 km sur les eaux du fleuve qui les menait à la rivière Klondike. Ces 4 jeunes femmes vont revivre la première partie de ce voyage. Depuis Dia en Alaska, elles vont suivre la piste du Chilkoot jusqu'au lac Bennett au Canada, d'où elles prendront le train pour Whitehorse. 150 km sur la route du Klondike. 150 km où plane encore l'ombre de Jack London et les vestiges d'une aventure inouïe. Dia, à 12 km au nord-est de Skagway, était le point de départ de la piste du Chilkoot. Après la ruée, Dia disparut. Skagway reste l'unique port d'où l'on peut encore emprunter la piste. Il y a 12 ans environ, les gouvernements canadiens et américains reconstituèrent la piste. Quelques ponts et cabanes furent construits le long de son parcours. Aujourd'hui, le premier tronçon vers le Klondike est ouvert aux nostalgiques de la ruée vers l'or. À l'automne de 1897, à Skagway, le débarquement des marchandises constituait une épuisante série de transbordements. Du bateau à vapeur à la chaloupe, de la chaloupe à la charrette, puis sur la plage, pas de débarcadère, pas de jetée, rien pour faciliter le débarquement des passagers et des animaux. Sur la plage, aucun abri pour le matériel ou pour les chercheurs. Mais en peu de temps, la ville put subvenir aux besoins de base, nourriture, outils, combustible, bottes, habits, etc. Vers la fin de 1898, un bandit connu de tous sous le nom de Soapy Smith faisait la pluie et le beau temps à Skagway. Ici, dans son bar, on le voit entouré de ses hommes. En juillet 1998, Frank Reed, soutenu par un groupe de citoyens, défia Soapy Smith et sa bande. Sur cette jetée, Reed et Soapy se firent face, pistolet au poing, dans la plus pure tradition western. Smith fut tué sur le coup, Reed mourut quelques jours plus tard, mais l'ordre était rétabli. C'est à environ 12 km de Skagway que commence la piste du Chilkoot. Jusqu'au pied de la montagne, il y a quelques 20 km. Le col lui-même, masse énorme de blocs de granit accrochés à une pente à 35 degrés, forme la partie la plus difficile du parcours. De l'autre côté, au Canada, on longe une chaîne de lacs sur une distance d'environ 25 km pour arriver au lac Bennett, jadis point de départ de la descente du Yukon vers le Klondike.
Même s'il existait d'autres routes pour s'y rendre, 9 sur 10 des chercheurs passaient par Skagway ou Dia. C'étaient les points de rencontre de gens de tous acabits. Fermiers, femmes de maison, marchands, mineurs, menuisiers, écrivains, joueurs, prêtres, filles de joyeuse vie, qui tous étaient attirés, fascinés par l'or du Klondike. Depuis ce point jusqu'au col du Chilkoot, plusieurs milliers firent demi-tour, épuisés par le rude terrain et les privations. What are we gonna do? Eat. Oh. Oh, good. Manger. Manger? Yeah. Ce pont sur la Taya permet d'atteindre l'emplacement d'origine de Canyon City. On y découvre quelques ruines qui témoignent encore de la Grande Ruée. Au printemps de 1898, on inaugura un téléphérique qui reliait la ville au sommet du Chilkoot. Pour l'actionner, 3 moteurs à vapeur, un ici à Canyon City, un à 4 km au-delà de Sheep Camp et un au pied du col. Cette chaudière à Canyon City est pratiquement tout ce qu'il en reste aujourd'hui. Ancien rendez-vous des chasseurs de chamois, Sheep Camp devint vite un important poste de relais à cette époque. En septembre 1897, c'était une véritable ville de tentes, avec de nombreux bars et restaurants. Il en coûtait 2,50 $ pour un maigre repas. Et à l'hôtel Palmer, dans une chambre de 6 mètres sur 6, les hommes dormaient entassés les uns sur les autres. Elle était traversée par un ruisseau où ils faisaient leur toilette le matin. Tout comme à Skagway, les vols étaient chose courante à Sheep Camp. Pour y mettre fin, en février 1998, les chercheurs organisèrent un comité qui condamna à mort 2 hommes appréhendés pour vol. Cependant, lorsqu'un des condamnés se suicida, la sentence de l'autre fut réduite à 15 coups de fouet.
Au pied du Chilkoot, on accumulait son matériel. Et là, on pouvait louer les services de porteurs ou, à partir d'avril 98, utiliser le téléphérique. Mais, par mesure d'économie, la grande majorité transportait tout à dos d'hommes, mettant en moyenne 6 heures pour franchir les 400 mètres qui les séparaient du sommet. Quand ils avaient gravi la montagne, les hommes redescendaient par cette glissoire improvisée, puis repartaient avec une autre charge. Au sommet, la police montée les attendait. Chaque personne était tenue par la loi canadienne d'avoir assez de nourriture et de matériel pour vivre 1 an, ce qui représentait un poids total d'environ 1 tonne. En cet hiver de 97-98, on assista à un défilé peu banal au Chilkoot. Un musicien et sa femme franchirent le col avec sur le dos le premier piano, soigneusement démonté et enveloppé dans de la laine. Un jeune homme qui allait devenir célèbre franchit lui aussi le col en ce fameux hiver. Sa renommée viendrait non pas de l'or trouvé au Klondike, mais de la publication de 2 nouvelles inspirées des événements qu'il allait y vivre. Le jeune homme avait nom de Jack London, ses nouvelles, Cro-Blanc et L'appel de la forêt. Au printemps 98, une véritable catastrophe s'abattit sur la colonie. Bien que prévenus depuis plusieurs semaines du risque d'avalanche, beaucoup ignorèrent l'avertissement et le 3 avril, un gigantesque mur de neige se détacha, ensevelissant tout sur son passage. 68 hommes y perdirent la vie. Cassie tumble, watch her go. Just about in Canada. Vive Canada! What? Yeah. À moins d'1 kilomètre de l'autre côté du sommet, s'étend Crater Lake, source du Yukon. La température y est imprévisible et il y a toujours risque d'avalanche ou d'inondation. Ce n'est pas un endroit où s'attarder. Cette année-là, la plage du lac Linderman était hérissée de tentes et de cabanes. C'est là que la plupart des chercheurs construisaient leurs canaux en débitant eux-mêmes les arbres. Ils devaient travailler d'arrache-pied afin d'être prêts au grand dégel. C'est ici, au lac Linderman, ainsi qu'au lac Bennett,
que se trouvaient les deux plus importants villages de tente. L'été suivant, le chemin de fer reliait enfin Skagway et le lac Bennett. Linderman City allait disparaître, de même que Dia, Canyon City et Sheep Camp. Du coup, la piste du Chilkoot était reléguée à l'oubli. Onze hommes reposent ici au lac Linderman, vaincus par la faim, le scorbut et les rapides. Enfin, le 29 mai, ce fut la débâcle. Les glaces se rompirent, et bientôt, sur les lacs Linderman et Bennett, quelques 7000 bateaux déferleraient vers le Klondike. Un an plus tard, de nouveaux gisements étaient découverts sur la plage du Cap Nome, en Alaska. C'était la fin de la ruée vers le Klondike. Le 25 juillet 1900, lorsque le chemin de fer fut terminé jusqu'à Whitehorse, Bennett disparut à son tour, comme toutes les autres villes de la piste. À 80 km d'ici, en aval, sur le Yukon, c'est Whitehorse. Et pour nous, la fin du voyage. Mais pour les chercheurs, au printemps de 1898, 1000 kilomètres restaient à parcourir avant d'atteindre le Klondike et ses mirages dorés.